Alors, si vous nous rejoignez en disant tiens, on va parler de la santé de Donald Trump, santé physique, voire santé intellectuelle, c'est pas le sujet du jour. C'est pas le sujet du jour. Ça ne veut pas dire. Dans la semaine, évidemment, on va en reparler parce que hier, et j'imagine que du côté de Trump, ça a dû être explosion de ketchup parce qu'il n'aime pas ça. Le Washington Post a fait un dossier sur un aspect particulier de la santé de Donald Trump, le fait qu'il était trop gros, qu'il est trop gros et qu'il y a des médecins qui commencent sérieusement à s'inquiéter de sa prise de poids. On reviendra là-dessus. Il y a d'autres choses Plein de choses à voir. aussi sur la question de la santé de Donald Trump. Je vous en reparlerai peut-être dès demain. On verra parce qu'on a une semaine un petit peu particulière avec des tournages pour Thomas et Cody. Donc ça veut dire beaucoup de directs dans mon bureau. C'est la beauté de la chose maintenant. Lorsque Thomas et Cody partent en tournage, moi je vous retrouve dans mon bureau et je réponds à toutes vos questions, donc c'est pas mauvais non plus. Donc c'est pas sur la santé de Trump aujourd'hui. Malade, c'est sur cette stratégie que les démocrates, les républicains, sortent de stratégie de la dernière chance en disant qu'est-ce qui nous reste ? Pas grand-chose, il nous reste Trump. On va faire comme si Trump était candidat aux élections, comme si nous étions en 2024 et non plus en 2026. Et on va envoyer Trump sur le terrain. On va envoyer Trump mentir comme il n'a jamais menti. On va envoyer Trump attaquer tout le monde comme il n'a jamais attaqué. Et on va espérer que ça crée une onde de motivation chez les républicains. C'est vraiment cette stratégie qui est d'autant plus malade que vous avez vu, vous le voyez dans nos maintenant midterm, quelle est la situation. Mais je voudrais justement que l'on démarre par ça, pour que vous compreniez. Alors peut-être que dans 71 jours, l'histoire va nous montrer que c'était Donald Trump et ses conseillers qui avaient raison, que ça a été une stratégie payante, mais pour vous montrer combien au 24 août, vu que les sondages ne sont pas des outils de prédiction, comme nous l'a dit encore samedi Jean-Marc Léger, mais un instantané du moment, comment au 24 août, cette stratégie d'utiliser Donald Trump en campagne est complètement malade et est vouée à l'échec et démontre que les républicains n'ont rien d'autre à les mettre en avant, qu'ils sont dépendants finalement de Donald Trump. Et donc, pour bien que vous compreniez le contexte et que vous voyez donc comment cette idée est risquée, folle et même difficile à saisir, je voudrais qu'on passe par... on va regarder du côté du USA Today, qui titrait hier que du côté de Donald Trump, il était désormais underwater, donc une cote négative dans 47 États. Et du côté évidemment de 17. 47 sur les 50. Ah oui, d'accord. Donc cet article du USA Today se base sur l'enquête, on vous avait déjà montré, que réalise une fois par semaine YouGov et The Economist. Donc ils font le point pour savoir où on en est. Donc le titre, c'est pas de combien est populaire Donald Trump, mais impopulaire. Donc en nous expliquant qu'il est encore en baisse, avec 61% d'Américains qui n'approuvent pas Donald Trump, 35% qui approuvent. Et donc ça veut dire quoi lorsqu'on regarde du côté de cette carte des États? Vous allez voir, il y a beaucoup de rouge, mais c'est pas le bon rouge cette fois-ci. Le rouge, là, donc vous avez les 50 États des États-Unis, et donc avec évidemment des États où les sénateurs, au-delà de la Chambre des représentants, des sénateurs vont être en jeu. Et vous voyez que ça se passe très très mal, à part le Wyoming, la Virginie occidentale, et là-haut, c'est quoi, Cody? C'est la Idaho. Donc, à part ça, chez Donald Trump, c'est très compliqué. Bon, alors, si on veut voir les choses de manière positive, il faut être honnête, il faut vous montrer ça, on va regarder du côté de la carte des électeurs. Là, c'est tous les Américains, dont les Américains qui ne votent pas, peut-être que ça va les motiver. Et on va voir si on regarde du côté des électeurs, c'est un petit peu mieux, mais regardez la Géorgie.
Regardez le Maine, on en parlait il y a 2 secondes, qui est la OME. Regardez la Caroline du Nord avec Ray Cooper qui est en jeu. Regardez le Michigan avec Abdul et vous allez voir que et regardez le Texas. Et tous les États que Trump avait réussi à reprendre des démocrates et de Biden, ce sont les États qui ont le carré noir en bord. Ouais. Ce sont des États que Biden avait gagnés en 2020, mais que Trump a réussi à reprendre en 2024. Donc Arizona, Nevada, Géorgie, Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, ce sont que des États en ce moment dans les deux schémas qui sont du rouge et pas que clair pour Trump, rouge plutôt foncé. Ouais, donc ça c'est la situation. Et évidemment, on la retrouve où? On la retrouve au niveau des sondages. Je vais vous montrer le sondage fait, l'agrégation faite par VoteHub, qui est pareil, c'est un site de data d'agrégation, il n'y a pas de couleur politique derrière. C'est la courbe en termes de sondage et vous voyez qu'on est désormais, d'après leur moyenne, on est à... elle est où le résultat? Oui, c'est là-haut. On est à 38,4. Donc vous voyez, eux, ils sont même un petit peu plus généreux que d'autres. Et si on compare avec George Bush, parce qu'il faut comparer avec George Bush, vous allez voir. Donc ça, c'était la popularité de George Bush qui était à ces 34% à un moment très précis. C'était après Katrina. Donc Trump est à un niveau de rejet de l'opinion publique américaine qui correspond à Bush après la guerre en Irak et Katrina, une catastrophe qui a tué des centaines d'Américains. Où Bush n'a pas réagi et tout le monde a dit que c'était sa faute et tout ça. Donc Trump, waouh. Vous comprenez, là on est en l'introduction de vous dire, cette stratégie, elle se base sur ça. Est-ce que vous êtes certain que c'est celui-ci que vous voulez envoyer en première ligne pour faire la pub des candidats républicains? Et on va voir que du côté des projections, c'est pas mieux. C'est pas mieux. On va commencer par 50+1, encore un autre site auquel je suis abonné grâce à votre soutien. Merci beaucoup. 50+1. Il vient de pire en pire ce chiffre. Oui, en nous expliquant qu'eux, ils estiment que les démocrates ont 90% de chances de gagner la Chambre des représentants. Il y a de moins en moins de rouge. Je sais pas. Ouais, non. Quand on l'a montré, c'est en train de... On n'était pas à 90 il y a quelques semaines ni quelques mois. Non, à chaque fois qu'on va aller voir 50+1, on s'approche du 100%. Quoi. C'est une folie de voir ça. Comment c'est juste accepté maintenant que c'est quasiment certain que les démocrates vont prendre... Là, on parle de plus 29 sièges à la Chambre des représentants. Ouais, alors évidemment, tout ça ne tient pas compte et c'est pas le sujet du moment et on en reparlera très prochainement. On a déjà fait des émissions sur le sujet. Je sais que c'est une question à juste titre qui vous hante de savoir quelles sont les manœuvres, les outils que Donald Trump peut utiliser pour empêcher tout ça. Donc évidemment, on en reparlera. Mais donc voilà, pour l'instant, on est dans le scénario, c'est le scénario qu'on a évoqué avec Jean-Marc Léger l'autre jour, de dire, tiens, c'est un scénario où il n'y a pas de tentative d'envoyer ICE pour empêcher les gens d'aller voter ou d'aller récupérer les urnes, etc. Soyons clairs. On va regarder ce que cette projection donne du côté du Sénat, où on est à du 55-45. Dans ce qu'on vous disait tout à l'heure, on est dans du toss-up. C'est en jeu. Avec l'option la plus je pense qu'elle est à égalité, la plus probable, qui est 51 et 52 sièges pour les démocrates. Ça serait complètement fou. La phrase tout à l'heure qu'on avait du côté du Cook Report, c'est que c'était herculéen pour arriver là. Et là, finalement, on est dans un scénario possible d'une victoire des démocrates. Même chose, on va aller jeter un œil maintenant chez la concurrence, chez Nate Silver. On va voir que chez Nate Silver, on est à peu près à la même statistique en agrégeant tous les sondages. Et regardez, on va en reconnaître un d'ailleurs dans la liste utilisée par Nate Silver, je vous l'ai déjà montré. C'est toute sa liste de sondages. Il y a le léger qui est là et donc on voit les cotes de Donald Trump. Il n'y a pas un qui est dans le vert. C'est du moins quelque chose de partout. C'est cette situation. Même Rasmussen. Et donc, de quoi? Même Rasmussen. Ouais, même Rasmussen, c'est avec des likely voters n'arrive pas à sauver Trump. Non.
Et donc, on voit que du côté des projections de Nate Silver, on est dans du 58. Donc, lui, il se rapproche des 60% du Sénat. Dès qu'on arrive à 60%, il considère qu'on n'est plus en territoire toss-up. Ça ne veut pas dire que c'est une certitude de gagner, mais ça veut dire que si vous êtes du côté républicain, vous êtes vraiment en train de paniquer et qu'il va falloir investir de l'argent à encore plus d'endroits. Parce que comment on arrive à ces 60%, c'est en rendant compétitif au-delà de l'Alaska, au-delà du Maine, au-delà du Texas, des États justement comme l'Iowa. Et on va voir sa projection. Donc 50+1 était à 90 pour la Chambre des représentants. Lui, il est à 82%. Donc voilà, ça reste des marges qui sont extrêmement importante. On a un dernier chiffre à voir, ou un dernier titre, je ne me rappelle plus. Oui, c'est évidemment le Wall Street Journal qui raconte en détail comment les démocrates se préparent déjà à l'après 2027, après donc l'installation du nouveau Congrès. Et on reviendra sur cet article, ça a été un sujet d'interrogation de cette rencontre qui aurait fuité, en tout cas entre Jared Kushner et Hakeem Jeffries du côté des démocrates. On reviendra sur tout ça. Mais pourquoi je ne vais pas vous le montrer maintenant, cet article? Parce que je l'ai gardé pour une prochaine émission où on va se régaler, parce qu'on va tenter de faire le point de tout ce qui va se passer en 2027 si les démocrates gagnent le Sénat et la Chambre des représentants. Et je vous dis, là, tous les jours, on se dit, l'autre jour, Thomas vous l'a dit, lorsque on a lancé l'émission d'hier en disant « Ah, c'est encore une édition spéciale », mais en fait, on est en pleine édition spéciale. On a l'impression que dans notre série Netflix préférée, La Chute, on est arrivé au sommet en termes d'épisodes excitants. Je peux vous dire que l'année 2027... L'année 2027, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous êtes très nombreux à vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le. C'est complètement gratuit. Cliquez sur la chaîne notification parce qu'en 2027, mais ça va être complètement fou. Donc évidemment, tous ces sondages-là, quand vous envoyez Donald Trump sur le terrain, c'est problématique. Et c'est d'ailleurs pour ça que Donald Trump, ce matin, a fait un message sur Truth Social pour rectifier la vérité. On est sur Truth Social. Oui. Et avec donc, Trump, on peut toujours faire confiance. Exactement. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous explique que tous ces sondages sont faux. Tous ces sondages sont faux. Regardez, c'est pas lui qui invente. Il y a même en nom officiel. Oui. Demoralization operations. C'est une opération de démoralisation. Pour exactement les républicains. C'est presque militaire. Mais parce qu'en fait, en réalité, les actual polls, les vrais, il faudrait les chercher parce que là, on a vu une longue liste. Il ne les publie pas, malheureusement, sur son compte. Ça, mais il faudrait lui faire confiance parce qu'ils sont tremendous. Les vrais sondages sont vraiment super. À part lui, peut-être c'est Nathalie qui doit lui donner parce que personne ne les a vus. Il explique que tout ça, c'est pour que les républicains n'aillent pas voter. Mais moi, je vous ai trouvé une autre explication. C'était Trump, en 2021, qui, dans un moment quasiment candide, nous parle de la manière du guide, comment il faut juger si un sondage est vrai ou faux. Vas-y, Thomas. Troy was born to two teenagers. You have a poll coming out. Unfortunately, I want to know what it is. They do that straw poll, right? Now, if it's bad, I say it's fake. If it's good, I say that's the most accurate poll perhaps ever taken. Voilà, direct du playbook. Exactement, c'est extrêmement clair. Si le sondage est mauvais, je dis que c'est un faux sondage. Et si le sondage m'est favorable, je dis que c'est le meilleur sondage qui n'a jamais été publié à mon sujet. Et on est en plein dans ça, il ne se cache même pas. On peut apprécier souvent d'ailleurs, c'est ce qui se passe pour Donald Trump. Et donc, T'es sûr que tu as effacé le bon dossier, là? Parce qu'on était dans le dossier sondage. Tu me fais un petit peu peur. Non, mais tu viens d'en effacer un, là, au milieu. OK. Donc, excusez-moi, ça m'a fait perdre le fil de ma pensée. Fais pas ce genre de manœuvre quand je suis en train de passer. J'ai eu une seconde d'angoisse en me disant, mon Dieu, il y a le dossier qui a disparu. Donc,
J'en reviens à cette conclusion de cette première partie. Vous avez toute cette série de data sur le terrain, d'alertes d'élus aussi, qui le disent, qui en permanence appellent la Maison-Blanche en disant « on est en difficulté ». Cette difficulté, elle est basée sur le fait que Donald Trump est président, que la situation économique est compliquée, que la guerre en Iran se poursuit, que les frais douaniers sont de retour au pire moment. C'était l'article du Wall Street Journal. Et c'est là qu'on s'est dit, on a une stratégie ou un stratège, comme on dirait les soirs de dîner hebdomadaires. Et donc, on va faire une petite pause et on va voir ça. Quelle est cette stratégie? On va rentrer dans le cœur de la stratégie de la Maison-Blanche. On va écouter Steve Bannon, on va écouter Donald Trump, de la stratégie soi-disant gagnante des Républicains pour garder le Sénat et garder la Chambre des représentants. Bonne chance, c'est la chute, c'est tout de suite après ça.